Pourquoi les afros ne sont pas respectés dans le monde? Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le thème du respect. Donc pourquoi les afros ne sont pas respectés dans le monde? Si vous avez bien vu ma vidéo de la semaine passée, j'avais abordé le thème des violences policières, hein. Donc il y avait eu un cas de profilage racial sur deux jeunes afros, donc deux jeunes d'origine subsaharienne, qui avaient été violentés par les forces de l'ordre sans raison apparente. Donc c'est quand même un sujet qui est récurrent dans les médias, le terme du respect, de la violence policière, etc. Donc ça revient toujours au terme du respect, de la considération. Alors attention, ce n'est pas une énième vidéo de victimisation où certaines personnes pourraient croire que nous sommes là juste pour nous victimiser et pleurer sur notre sort, etc. Non, pas du tout. Là, dans cette vidéo, j'apporte également des pistes de solutions pour pouvoir se réapproprier, en fait, pour pouvoir en fait être respecté. Comment être respecté dans le monde en tant qu'afro. Deuxièmement, ce n'est pas non plus une vidéo d'amour, Kumbaya my lord, aimez-vous les uns les autres, non, pas du tout. C'est une question de respect. Alors respect, ça vient de respectus, qui est un mot latin qui signifie égard, considération. Donc quand on respecte quelqu'un, on le traite avec égard, on le considère. Donc respecter, ça ne veut pas dire apprécier la personne, aimer la personne, être d'accord à 100% avec tout ce qu'elle dit, avec tout ce qu'elle fait. Non, c'est d'accepter sa différence et de ménager sa sensibilité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on n'est pas obligé d'être 100% d'accord, on n'est pas obligé de partager les mêmes idées, etc. Mais au moins on peut avoir de la considération pour une personne, on peut avoir de l'égard, savoir qu'elle est différente de nous, comprendre cette différence-là et la laisser vivre sa vie tout simplement, sans pour autant la brutaliser, la violenter, l'injurier, etc., etc. Donc là, vraiment, dans cette vidéo, je voulais aborder les principales causes qui font que nous, les afros dans le monde, on n'est pas respectés, que ce soit dans n'importe quelle région du monde. Donc aux États-Unis, vous connaissez la violence policière, que ce soit même en Chine au début de la pandémie du Covid-19, alors qu'ils n'avaient absolument rien à voir, ce n'était pas eux qui étaient à l'origine du virus, mais beaucoup d'afros se sont fait maltraiter. Et quand je dis maltraiter, c'est chasser des restaurants, ils se sont fait refuser l'accès à des hôtels. Et ils n'avaient rien à voir avec le virus, mais ils étaient catalogués comme porteurs du virus, comme agents de propagation. Allez savoir. Donc dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de régions du monde, donc les afros ne sont pas respectés. Et quand je dis afro, veuillez s'il vous plaît bien comprendre les subsahariens, les caribéens antillais, les afro-américains, tous les noirs, toutes les afro-descendants de par le monde. Donc là, je voulais vraiment aborder avec vous les causes du manque de respect que nous subissons au quotidien, ou peut-être pas au quotidien, mais que nous subissons soit régulièrement, soit fréquemment, soit souvent, soit rarement, soit de temps en temps, selon la fréquence voilà, selon la fréquence là, mais peu importe, les causes, les principales causes du manque de respect. Donc déjà, il faut savoir aussi qu'on n'a pas non plus une histoire glorieuse. Alors quand je dis on n'a pas une histoire glorieuse, chaque peuple a aussi sa part d'ombre, mais nous on a quand même une histoire aussi d'oppression, qui est quand même assez chargée d'oppression, et faut pas se voiler la face. Ça ne veut pas dire que les peuples afro n'ont jamais rien fait de glorieux, ne sont pas entrés dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça veut juste dire en fait qu'on a quand même sur l'échelle de l'humanité, on a quand même une grosse partie de notre histoire qui est chargée d'oppression, chargée de soumission, etc., etc. Donc ce n'est un secret pour personne qu'il y a existé la traite des Noirs, donc la traite atlantique, qui a été plus du fait de l'Occident, donc qu'on appelait également le commerce triangulaire, qui a duré 110 ans et qui a fait 12 millions de déportés. Donc on dit 12 millions de déportés, mais ça se peut que ça soit même plus, hein. On a estimé, c'est une estimation. Et on dit 12 millions de déportés, mais on ne parle même pas de ceux qui sont morts. On ne parle pas de ceux qui ont été rasiés, de ceux qui ont été transportés d'un point A à un point B avant d'embarquer dans des navires. On ne parle pas de ceux qui sont morts sur des navires. On ne parle pas de ceux qui ont été jetés par-dessus bord parce que trop malades ou déjà morts. On ne parle pas de ceux qui sont morts arrivés à destination, ceux qui sont morts dans les champs de coton. On ne parle pas de toutes ces personnes-là. On parle seulement des déportés.
et qu'on estime à 12 millions. Il y a aussi eu la traite orientale, donc ça n'a pas été que du fait de l'Occident, il y a aussi eu la traite orientale, donc ça concerne plus le monde arabo-musulman, et là 17 millions ont été déportés sur 13 siècles. 13 siècles, c'est 1300 ans, c'est énorme. À l'échelle de l'humanité, c'est beaucoup. Il y a eu aussi eu la colonisation, donc ce n'est un secret pour personne. L'Occident a colonisé l'Afrique subsaharienne. Bon, ils ont aussi colonisé d'autres régions du monde, mais là on parle des Afros, donc on se concentre sur l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi eu la ségrégation raciale aux États-Unis qui s'est terminée en 1964. Il y a eu l'apartheid qui s'est terminé en 91. Bon, effectivement, on a quand même des figures historiques, que ce soit Nelson Mandela, Martin Luther King, Rosa Parks, on en a plusieurs, mais il faut comprendre quand même que cette histoire d'oppression où on a été soumis militairement et pendant très longtemps par d'autres puissances étrangères, effectivement, ceci a alimenté ce sentiment de supériorité que les autres ont envers nous. Donc ce sentiment de supériorité, ça a justifié leur mépris, ça a justifié les brimades, les mauvais traitements, le manque de respect, le manque de considération qu'ils avaient envers nous. Ce sentiment de supériorité, il faut savoir qu'il existe encore dans l'inconscient collectif. C'est pas parce qu'on est en 2021, c'est pas parce que voilà, maintenant de plus en plus les droits de l'homme, du citoyen, etc., que l'inconscient collectif a été nettoyé, lavé, purifié. Pas du tout. Dans l'inconscient collectif demeure toujours l'assimilation du noir, donc que ce soit la femme noire ou l'homme noir, au singe. C'est pour ça, comme le disait Liliane Thuram, donc un footballeur français d'origine antillaise, quand il parlait du racisme sur les terrains de foot, et quand il mentionnait que certains joueurs se ramassaient avec des pots de banane, c'est ça en fait, parce que dans les tribunes, les supporters les assimilent à des chimpanzés. Voilà, pour eux, l'être humain noir, c'est le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Il y a encore également le fait que les noirs dans les médias sont souvent cantonnés à des sphères culturelles et de divertissement. Donc on voit toujours des figures de noirs qui chantent, qui dansent, qui font du sport, mais on voit rarement la figure du noir scientifique, rationnel, intellectuel, cartésien, on la voit moins. Le noir est souvent cantonné, souvent relié aux sphères de l'émotion, de la sensualité, de la danse, le sport, la frivolité, même des fois même la sexualité, dans le sens bestial du terme. Oui, il faut le dire. Mais on voit moins des figures de noirs qui sont scientifiques, qui sont intellectuels, qui sont cartésiens, qui raisonnent. Ça, non. Comme si le noir n'avait pas l'intelligence assez développée pour supporter les sciences dures. Comme si le QI du noir était moins développé que les autres. Voilà. Donc ça aussi, ça alimente, comme je vous dis, ce sentiment de supériorité qu'ont les autres, qui fait qu'ils nous méprisent. Bon, il y a aussi le mythe du bon sauvage, le mythe du sauvage, les noirs ne sont pas civilisés, ils font du bruit, et ils dorment dans des arbres, ils ne savent pas s'habiller, ils étaient tout nus quand on est arrivé, enfin bref, tous les clichés, tous les stéréotypes qu'ils ont, voilà. Donc ce sont des stéréotypes qui restent encore dans l'inconscient collectif, ça fait que quand une personne non noire voit un noir, automatiquement, c'est inconscient, mais elle l'assimile à un être inférieur, elle l'assimile à un être méprisable, elle l'assimile à un singe, le chaînon manquant entre l'homme et l'animal, elle l'assimile à tout ce qui est mauvais. Donc ça n'a pas aidé, ça déjà, donc l'autre histoire d'oppression, plus l'inconscient collectif qui est chargé de tous ces stéréotypes, n'aide pas à ce qu'on soit respecté dans le monde. Il faut savoir aussi qu'il y a également la sphère économique. Donc on a parlé de la sphère historique, on a parlé de l'aspect psychologique si on veut, et là il y a aussi l'aspect économique. Il faut savoir aussi que les afro-descendants dans le monde, que ce soit en Afrique ou même ailleurs, on subit plus la précarité, on est beaucoup plus dans des situations de précarité économique. Par exemple, juste des chiffres, 39% de la population active en Afrique subsaharienne vit dans l'extrême pauvreté. Donc c'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup. On dit aussi également que la majorité des pays qui sont parmi les plus pauvres au monde se trouvent en Afrique subsaharienne. Alors, il y a le Burundi, il y a le Sud-Soudan, il y a la Somalie, il y a le Mozambique, il y a la Madagascar, il y a beaucoup de pays et la majorité des pays pauvres sont en Afrique subsaharienne. Alors attention, on le sait tous, l'Afrique regorge de ressources naturelles inestimables. Alors on a de l'or, du diamant, du pétrole, du coltan, on a beaucoup de ressources naturelles, mais voilà, elles ne sont pas exploitées pour le bénéfice des peuples subsahariens, elles sont exploitées pour le bénéfice des multinationales, des étrangers et des chefs politiques corrompus. Donc il faut bien comprendre, oui, notre sous-sol est riche, mais on ne bénéficie pas de cette richesse. Le taux d'analphabétisme en Afrique subsaharienne est très élevé, 49,5%, on va même arrondir à 50%. 50% des personnes de 15 à 49 ans ne savent ni lire ni écrire. Dans un monde digitalisé, dans un monde où l'information circule rapidement, où celui qui maîtrise l'information, celui qui a la connaissance est quasiment roi, hein. Vous voyez, les médias, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est eux qui sont les maîtres de l'information. Ben voilà, nous, chez nous, 50% à peu près des adultes ne savent ni lire ni écrire. C'est catastrophique. Et aussi, il faut savoir que la plupart des conflits en cours dans le monde se déroulent aussi pour plusieurs dans des pays subsahariens. Que ce soit la région du Tigré en Éthiopie, la Somalie depuis 1991, hein, la guerre civile au Somalie, le Soudan avec le conflit au Darfour, Boko Haram dans la région qui englobe le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Voyez, donc c'est vraiment pas un climat qui est propice au développement des affaires, c'est pas un climat qui est propice au développement économique. Effectivement, si tu es un vendeur d'armes, ça te fait plaisir parce que oui, tu fais du chiffre, mais au niveau des populations, au niveau des entrepreneurs, au niveau de la stabilité, au niveau du développement des affaires, c'est vraiment pas un climat propice. Il faut savoir également que même quand on est à l'étranger, donc même quand on est en Occident, bah, les afros sont quand même surreprésentés dans la population carcérale. Ne serait-ce que pour avoir des chiffres, au Canada par exemple, vu qu'on a des statistiques, les Noirs représentent moins de 3% de la population totale. Mais au niveau de la population carcérale, on est quand même on est 10% de la population carcérale. C'est beaucoup. Alors qu'on est juste 3% de la population totale, de la population nationale, mais on représente 10% de la population carcérale. Ça aussi, ça n'aide pas, parce que là maintenant, c'est encore des clichés qui nous sont collés. Oh, c'est des violents, c'est des vendeurs de drogue, c'est des dealers, ils travaillent pas. Enfin bref, tous ces clichés que vous connaissez. Voilà, donc ça déjà, ça n'améliore pas l'image qu'on pourrait avoir dans le monde. Alors je dis pas ça pour qu'on puisse avoir une belle image, mais je dis ça juste pour en fait, pour comprendre en fait quelles sont les causes du fait que nous subissons le manque de respect. Alors que vous soyez en Chine, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, ou même en Europe, ben voilà, étant donné que vous êtes afro, ben vous pouvez subir le manque de respect parce que les gens ne vous considèrent pas. Les gens ne vous considèrent pas comme des êtres humains à part entière, comme des êtres humains dignes, respectables. Pour eux, ce n'est pas le cas. Donc maintenant que nous avons abordé tout ça, hein, ce cocktail molotov de manque de respect, de manque de considération, là maintenant on va aborder les solutions. Donc là, les pistes de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour ne pas être affecté par ça, pour même renverser la vapeur. Donc à l'échelle individuelle, l'éducation. Moi, je mise toujours sur l'éducation. L'éducation. Donc avoir un diplôme, être diplômé, parce qu'il ne suffit pas de savoir lire et écrire, mais il faut aussi être diplômé. C'est une reconnaissance sociale. D'être diplômé, bah oui, effectivement, t'es respecté. T'es diplômé, t'es pas n'importe qui. Être cultivé aussi, c'est toujours important. On a toujours une sorte d'admiration envers quelqu'un qui est cultivé, qui en sait beaucoup. Avoir de la connaissance, en fait, voilà, ça force le respect. Connaître aussi ses droits quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien et même quand tu es dans ton pays, connaître ses droits. Parce que comme le dit un influenceur ivoirien, si tu n'as pas effrayé quelqu'un, c'est quelqu'un qui va t'effrayer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas tes droits, bah, c'est quelqu'un qui va pouvoir s'amuser sur toi, qui va pouvoir faire le malin sur toi, entre guillemets. Donc c'est un peu ça, donc d'avoir un diplôme, d'être éduqué, donc déjà ça force le respect, c'est une reconnaissance sociale, un diplôme. Avoir aussi un métier valorisant, alors là je ne suis pas là pour critiquer les femmes de ménage, les éboueurs, les gardiennes d'enfants, je ne suis pas du tout là pour les critiquer et pour
les bêchés, là, comme on dit ici au Québec, là, les bâchés. Bref, mais je suis là quand même pour que les jeunes afros ou les personnes qui sont en activité bah, puissent savoir aussi que quand tu as un métier valorisant, quand tu as un métier dit prestigieux, bah, tu es respecté. Quand tu es médecin, quand tu es avocat, quand tu es analyste financier, quand tu es comptable, quand tu es prof d'université, quand tu es ingénieur, quand tu es notaire, je suis désolée, mais t'es respecté. Il y a quand même, t'as fait preuve, t'as étudié, t'as eu ton diplôme, tu travailles dans un métier assez bien reconnu, dans une profession très reconnue. Je suis désolée, mais t'es respecté. Aussi, développer aussi l'entrepreneuriat au sein de nos communautés. C'est vrai que par rapport aux autres communautés, nous les afros, on est moins entrepreneurs, on fait moins des affaires, je pense. Enfin, je regarde là comme ça à vue d'œil, quand je vois les Asiatiques, ils ont beaucoup des petites échoppes, ils ont beaucoup de restaurants, même les Asiatiques, que ce soit les Chinois, que ce soit les Pakistanais, les Indiens, etc. Voilà, développer l'entrepreneuriat aussi, ça permet de pouvoir être libre de ses choix, libre de choisir ses clients, libre de faire son horaire, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que souvent on va travailler chez les autres, donc on est salarié, mais on est soumis à leurs conditions. À leurs conditions de travail, on est soumis à leur mépris des fois, et souvent quand on n'a pas le choix, on est obligé de rester, de subir cette humiliation, alors qu'en étant notre propre patron, en développant nos propres business, là on est maître de nous-mêmes, on est maître de notre destinée, entre guillemets, quoi. Et en plus de ça, on accumule du capital. Et le capital dans ce monde capitaliste, c'est hyper important. Parce que les politiciens, ils sont pas là pour la justice en fait. Ils n'obéissent pas, ils sont pas là pour être justes. Eux, ils obéissent à la loi du plus fort. Le monde il est comme ça, et le monde il est capitaliste, et les politiciens obéissent à la loi du plus fort. Et celui qui aura le plus d'argent, qui va pouvoir les financer, c'est eux, c'est le groupe qui va les financer, dont ils vont défendre les intérêts, dont ils vont représenter les intérêts. C'est comme ça que ça se passe. Et les lobbies c'est des gros industriels, c'est des grosses fortunes, c'est des hommes d'affaires riches, c'est ça, c'est des groupes d'influence, c'est des capitales de risque, c'est ça les lobbies. Et chaque lobby défend ses propres intérêts. Si nous, on a du capital, donc c'est sûr que bon, ça va prendre du temps aussi, mais bon, voilà. Si on a du capital, si on développe nos activités, si on développe nos propres business, etc., et qu'on accumule du capital, on pourra avoir plus d'impact, on pourra plus influencer les politiciens de nos pays d'origine. C'est un petit peu ça. On pourra plus les influencer et faire pencher la vapeur en notre faveur. Comme ça, oui, effectivement, là, on va pouvoir plus exiger de services, d'infrastructures, de soins, de santé, d'hôpitaux, etc., d'éducation, etc. Parce que c'est très important pour le développement d'un pays, d'une économie. Donc voilà, les solutions à titre individuel, donc c'est vraiment de s'éduquer, d'avoir un métier valorisant, de si possible d'être son propre patron pour accumuler plus de capital et avoir une liberté économique, une liberté temporelle, géographique. Aussi encourager également à l'échelle individuelle les commerces afro, donc tout ce qui est buy black. C'est sûr qu'en contrepartie, il faut aussi que les commerces afro offrent des services de qualité. Parce qu'effectivement, souvent, malheureusement, mais ça sera un point à développer dans une autre vidéo, on dépense dans des commerces afro, mais en contrepartie, le service n'est pas là, la boutique n'est pas bien tenue, les caissières sont désagréables, etc., etc. Donc ça aussi, effectivement, il faut que ça soit du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Nous, on investit, nous, on dépense dans les commerces afro, mais il faut également que les commerces afro puissent offrir aussi du service de qualité, pour que l'expérience aussi soit agréable et que ça encourage vraiment même d'autres afros à développer des activités de leur côté. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo de comprendre pourquoi nous les afros, nous ne sommes pas respectés dans le monde et comment y remédier à l'échelle individuelle. Et finalement, si plusieurs afros à l'échelle individuelle font les bons actes, font les gestes qu'il faut, font le nécessaire pour être respectés à l'échelle individuelle, c'est sûr que cela aura un impact à l'échelle communautaire, cela aura un impact au collectif. Mais si plusieurs le font,
bah effectivement ça va faire pencher la vapeur en notre faveur, la balance en notre faveur, et dans le monde bah, il y aura plus de respect. Dans le monde, au niveau des afros, on sera plus respecté. Donc c'est ça, c'était vraiment une petite vidéo sur pourquoi les afros ne sont pas respectés dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.